Bonsoir à tous, je suis très content d'être là. Merci infiniment de nous avoir rejoints sur Facebook. Aujourd'hui, c'est un live talk, un mentor talk très important. Je suis honoré d'avoir l'un des plus grands experts du monde du storytelling, des jeux de rôle professionnels. On va passer une heure ensemble dans ce talk. J'ai le plaisir d'accueillir le grand Philippe Coste. Bienvenue, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, Philippe. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'adjectifs et peut-être trop d'adjectifs pour moi, mais je suis ravi d'être là. Merci infiniment, je suis très très content. De toute façon, il y a beaucoup de formateurs, il y a des coachs avec nous ici sur le live. On va interagir avec eux. Je les invite aussi à poser leurs questions au cours de route. Et là, je porte un t-shirt où il y a des mots en arabe, Philippe Coste, qui disent en dialecte tunisien, je suis formateur, mais je continue toujours à être formé. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, je forme et je me forme. Et vous êtes l'un de mes mentors que je ne connais pas, mais j'ai le plaisir de connaître à travers le livre Formé par les Contes. Et je vous ai découvert à travers ce livre-là, qui est coécrit avec Martine Bijard. Formé par les Contes, c'est un outil très puissant. Et il y a énormément de choses intéressantes pour les formateurs. On va y revenir. Philippe Coste, chef d'entreprise, formateur, conteur, comédien, auteur de contes, de pièces de théâtre, mais aussi fondateur de La Porte s'ouvre et que La Porte s'ouvre, qui est une entreprise de jeux de rôle professionnel, une discipline assez intéressante qui n'est pas très courante, mais on va découvrir ce que c'est. Philippe, bienvenue. On va partir dans cette aventure et on va découvrir un petit peu au début le parcours. Est-ce que vous êtes comédien au début? Est-ce que vous êtes formateur au début? Je souhaiterais bien comprendre comment vous avez atterri dans le Alors, monde de la formation. oui, c'est un parcours un peu. Je crois que parmi les formateurs et les coachs qui nous écoutent, et je pense que vous, c'est la même chose, je crois qu'on a tous des parcours qui sont un peu. Qui sont pas très linéaires, en fait. Oui, Il y a une espèce d'agrégat qui se fait au fur et à mesure de la vie, et puis qui, à un moment, prend une direction, finalement, qu'on trouve plutôt agréable, et puis on y va. C'est-à-dire que les oui. vents peuvent venir d'un peu partout, et puis à un moment, il y a un vent dominant qui se lève, et puis bon, on hisse la voile et on y va comme ça. Non, je ne suis pas comédien au départ. Au départ, du tout départ, je suis joueur. Joueur de jeu de rôle. Ça, c'est vraiment c'est vraiment la base de la base de la base. Au début des années 80, le jeu de rôle est arrivé en France, il a été non pas inventé, le jeu de rôle ludique, hein, ce que les Mhm. Américains appellent le role-playing game, c'est-à-dire le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle existe depuis longtemps, il existe sous sa forme, pour faire simple, thérapeutique depuis Moreno, donc depuis les années 30, je crois. Donc ça date. Mais le jeu de rôle, c'est le fait d'interpréter un personnage dans une aventure, parce que c'est ça. Oui, Débarque en France sous la forme de Donjons et Dragons dans les années 80. Je suis à ce moment-là étudiant, donc en plein dans la cible, et je tombe là-dedans. Je crée un club dans la région parisienne qui évidemment marche très bien. Il marche très bien parce qu'on est vraiment dans un effet de mode. Et puis, bon, les choses avancent. Et puis, je passe les détails. Un jour, j'assiste à une formation, je vois des jeux de rôle se faire, parce qu'on ne m'a pas attendu pour faire des jeux de rôle en formation, bien sûr, oui. entre participants. Voilà, toi tu es le manager, toi tu es le collaborateur, etc. Et évidemment, je vois ce que tout le monde sait, ce que tout le monde constate, c'est que ça va pas bien loin, quoi. Ouais. C'est bien, hein, c'est pas que c'est pas bien, c'est bien, mais ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est là où l'idée du jeu de rôle professionnel, c'est-à-dire scénarisé, avec une mise en scène, quand je dis scénarisé, c'est quels sont les attendus qui sont véritablement là. La mise en Mhm. scène, c'est comment on va procéder. Le métier de rôliste, qui est un métier que nous avons inventé à la Porte S'ouvre, On va y c'est-à-dire revenir. Ouais. voilà, d'être le partenaire d'entraînement. Et puis la méthodologie des c'est tout ça qui se forme à ce moment-là. Et puis je me dis, ben, là, il y a un truc à faire qui est cool, quoi. Donc Ouais. ça démarre. 1995,
complètement en souterrain. Et puis 98, c'est la rencontre avec un client majeur. Et puis à partir de là, ça se développe. Voilà. C'est intéressant. À part le fait que vous avez vu l'opportunité business, qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi le penchant vers l'humain? Parce que faire ce métier aussi, installer des jeux de rôle, travailler avec les entreprises, avec les ressources humaines, il y a quelque part une certaine empathie que vous avez développée ou que vous avez naturellement. Alors, j'espère que j'en ai naturellement, parce que sinon, je ne ferais pas ce métier, à mon avis. Ça serait assez compliqué. Je n'ai pas réfléchi en opportunité business. La réflexion, qui n'a pas été d'ailleurs très, très étendue, elle était de dire, ah, on peut faire mieux. C'est dommage de ne faire que ça. Donc, on peut Hmm. aller plus loin. Et c'est à partir de là que j'ai démarré. Et ensuite, ça a été empirique, parce que je me suis aperçu véritablement que ça fonctionnait bien. Qu'est-ce qui fonctionnait bien? Que le fait que les gens puissent s'entraîner véritablement face à un professionnel pour arriver à mieux maîtriser leurs relations, leur situation relationnelle un petit peu difficile, notamment en entreprise, et Dieu sait s'il y en a, euh, c'était une opportunité tout simplement pour tous les gens qui travaillent effectivement, de pouvoir le faire. Or, ça n'existait pas. Et c'est à partir de là où ça s'est fait. C'est intéressant. On va rentrer dans les détails de la porte s'ouvre. Déjà, le nom de l'entreprise est assez intrigant, Oui. attirant. Et d'ailleurs, sur le site laportes'ouvre.com, il y a une vidéo où Philippe joue un petit sketch de 2 minutes de promotion, mais d'une façon très ludique, intéressante, très attractive. Pourquoi le choix de ce nom, La Porte s'ouvre? Alors ça, c'est très historique. Oui, Le tout premier scénario de jeu de rôle que j'ai conçu, parce que j'étais tout seul à l'époque, oui. en 1995, un scénario pour s'entraîner à la négociation. Euh, je me dis, bon, il faut qu'il y ait quelque chose de fort, il faut qu'il y ait quelque chose d'émotionnellement fort, non pas simplement pour faire quelque chose de fort émotionnellement, parce que c'est pas ça l'idée, mais pour embarquer le groupe, donc les gens qui sont formés, embarquer le groupe vers ce qu'on leur propose. Et je me dis, ok, on va faire des mises en situation, je vais interpréter des personnages divers et variés, avec des comportements divers et variés sur la négociation, très bien. Ça, c'est le fond du truc, c'est très bien. Mais comment on met en scène ça? Et l'idée m'est venue finalement de démarrer, parce que ça se fait toujours en co-animation, il y a toujours le consultant et le Mhm. rôliste. Oui, Là, c'est le rôliste. Et le consultant, le formateur, je lui dis, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire une introduction, tu vas plonger les gens dans la fiction, tu vas leur dire, voilà, c'est un scénario qui se passe au Canada, vous êtes au Canada en 1932, vous avez rendez-vous avec votre manager, vous êtes installé à la table de réunion, il vous a dit qu'il aurait un petit peu quelques minutes de retard. Ça, c'est écrit, hein. oui. Et vous entendez des pas dans le couloir et la porte s'ouvre. Et au moment où la porte s'ouvre, effectivement, le rôliste débarque. Et D'accord. là, il faut dire que c'est un truc, ça fait donc 25 ans que ça existe, ça fait 25 ans que c'est extraordinaire. Et Oui, c'est un effet de surprise très puissant. Et puis je me suis dit, ben, je vais appeler ma boîte La Porte s'ouvre. Et c'est un très joli nom, j'aime beaucoup le nom parce qu'il est à la fois ludique, drôle, sympa, un peu mystérieux. Ça ne se prend pas trop au sérieux, mais c'est très sérieux. Voilà pourquoi La c'est Porte s'ouvre. intéressant. C'est intéressant. Merci pour cet historique parce que là, on comprend mieux l'historique de l'entreprise, le choix du nom et ça, c'est très intéressant. Je vais poser une question, peut-être moi, formateur, je ne la poserai pas, mais je vais la poser quand même. Pourquoi faire des jeux de rôle dans une formation d'adulte? Parce qu'il n'y a rien de mieux pour s'approprier il n'y a rien de mieux pour progresser on va dire, dans tout ce qui est le relationnel et le comportemental. Hmm. Le jeu de rôle est un moyen, et je pense que c'est le seul d'ailleurs, de véritablement faire l'expérience c'est-à-dire de faire. Il n'y a pas si je pourrais prendre cette analogie, vous ne pouvez pas apprendre à conduire simplement dans les livres. Vous ne pouvez pas apprendre à conduire simplement parce que vous allez suivre des tutos. Vous ne pouvez pas apprendre à conduire simplement parce que quelqu'un va vous dire comment on conduit. Vous Hmm. apprenez à conduire en montant dans une voiture avec quelqu'un, avec un pro derrière ou à côté, et en conduisant. Sinon, vous n'apprenez pas à conduire. C'est valable pour
Mais mille et une choses, mille et un apprentissages. Mille et un apprentissages. Le fait de faire, on le sait, le rythme ternaire de l'apprentissage, c'est la prise de conscience, le fait de montrer, et ensuite le fait de faire. Le fait de faire, l'expérience, le vécu, c'est ça. Alors, les autres formateurs, probablement, font des jeux de rôle qu'ils essayent de piloter et ils mettent en jeu, quelque part, les participants. Les participants ne sont pas pros dans le jeu, donc ils essayent de jouer un rôle, mais parfois, comme vous l'avez mentionné, vous avez observé quelque chose qui pourrait être mieux. C'est pour ça que le concept de la porte s'ouvre, c'est de créer des jeux de rôle professionnels, mais aussi en intégrant des professionnels du jeu théâtral. Alors, du jeu théâtral et surtout du jeu de rôle. Les rôlistes de la Porte s'ouvre, on est combien 15 ou 16 maintenant, je ne sais plus. Ont deux origines. Il y a des rôlistes qui viennent de ce que j'appelle de la scène, donc comédiens, acteurs, etc., improvisateurs, et des rôlistes qui viennent de la salle, donc formateurs, consultants, etc. Leur parcours de formation, qui est très particulier, très établi, n'est pas tout à fait le même. Parce que c'est la rencontre entre les deux, finalement. Un bon comédien ne fait pas forcément un bon rôliste. Ça, c'est très clair. Il faut avoir cette capacité, alors innée ou acquise, ça reste à discuter, à pouvoir interpréter n'importe quel comportement dans n'importe quel univers, dans n'importe quelle situation, en direct. Ça, c'est fondamental. Mais il faut avoir aussi cette capacité à écouter, à être avec le participant, à pouvoir doser en direct le niveau de difficulté, à avoir cette répartie, à pouvoir aussi tendre des perches quand c'est nécessaire, monter un peu la résistance quand c'est nécessaire, de manière à ce que la mise en situation ça soit la plus proche possible de quoi? De la réalité. Plus l'expérience est proche de la réalité, plus l'apprentissage est fort, tout simplement. Et c'est vrai que dans les jeux de rôle, on va dire, entre participants, qui sont bien, hein, je ne jette pas du tout la pierre, à un moment ou à un autre, il y a un plafond de verre qui va être atteint, parce que les participants ne sont pas là pour ça. Oui. Ils sont, voilà, tout simplement. Ils sont là pour participer, pour apprendre, pour être formés, mais ils ne sont pas là pour ça. Il y a un plafond de verre qui va être atteint, et c'est l'idée d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. On va revenir tout à l'heure sur l'installation des scénarios, mais ce qui m'intéresse, c'est psychologiquement, parce que si on fait ça, c'est quelque part une entrée dans le monde des neurosciences, parce que les gens vont se mettre dans un environnement, dans un aquarium, ensemble pour jouer et pour vivre l'expérience avec un rôliste bien formé qui a fait son parcours. Ce qui m'intéresse, c'est que le rôliste, lui, il est prêt pour jouer le rôle. Oui. Mais c'est quoi le secret pour entraîner des participants dans le jeu de rôle? Ça, c'est une grande question. Pour entraîner les participants, pour leur permettre d'y rentrer Pour les permettre de d'y rentrer et de s'apprêter au jeu, hein, pour jouer le jeu, parce qu'ils peuvent résister à Alors, ça. Ouais. c'est une alchimie, le mot est un peu exagéré, mais ce sont deux principes, on va dire, contradictoires. C'est le désir et la peur. Mhm. La peur, c'est il y a quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver, on ne le connaît pas, ça c'est le rôliste, donc j'ai peur de ça. Il y a quelque chose qui. Bon. C'est annoncé au début, il assiste dès le début de la formation. Comment ça se passe? Donc, il débarque. Toujours par surprise. Par surprise. Absolument. D'accord. Absolument. Donc il y a une espèce de peur qui se manifeste. Et derrière, il y a l'installation d'une ambiance de bienveillance qui est nécessaire, évidemment. Ouais. La sécurité, oui. De sécurité pour que les gens s'aperçoivent que c'est totalement sans risque et que c'est surtout fait pour eux. Oui. C'est-à-dire que c'est eux qui vont en tirer le meilleur bénéfice. À partir de là, ça passe tout seul. Si je prends une métaphore, c'est vrai que le décollage est un petit peu ça secoue un peu, mais tant mieux, parce que c'est là aussi où les choses vont s'ancrer là. Parce qu'on va faire, c'est l'émotion, c'est tout ce qui se passe sur le plan émotionnel qui va ancrer le souvenir de ça. Et le souvenir de ça, c'est pas simplement ce qui se passe à l'intro, c'est ce qui se passe ensuite pendant les mises en situation. Oui. Et donc pendant l'apprentissage.
Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des neurosciences, loin de là, mais je crois savoir que dès qu'on fait appel aux émotions, l'ancrage des contenus est beaucoup plus fort. Je vois. Et ça, c'est intéressant. Ça commence les questions. Il y a mon mentor suprême qui m'a fait découvrir Philippe Coste, hein, parce qu'il utilise aussi ton livre dans ses formations. Il s'appelle Marc Detienne, il est belge. Il pose la question, comment décider des adultes à se porter volontaire pour s'impliquer dans un jeu de rôle et lutter contre la crainte d'être mal jugé ou étiqueté. Certains formateurs prêchent pour cette raison de cesser le jeu de rôle pour ne pas freiner les esprits. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, certains formateurs prêchent de cesser les jeux de rôle parce que ce sont en général des jeux de rôle qui tombent mal, pas qui sont mal faits, mais qui tombent mal. C'est-à-dire que si le jeu de rôle devient un endroit où on juge les gens, Hmm. où il faut faire une performance, ça n'a aucun sens. Le jeu de rôle est un terrain d'expérimentation. Donc, il est vendu, et là je dis bien le terme, vendu comme ça aux participants par le formateur. En gros, c'est allez-y, profitez-en. Et le travail du rôliste, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, je parlais de bienveillance tout à l'heure, alors c'est un mot qu'on balance dans tous les sens, bienveillance par-ci, bienveillance par-là, mais moi je vais quand même le prendre parce qu'il Oui. n'y en a pas d'autre. C'est effectivement de toujours être dans cet état d'esprit-là. Nous ne sommes pas là, un rôliste, un professionnel du jeu de rôle n'est pas là pour ni se faire valoir, d'une part, il n'est pas là pour faire une performance de comédien ou quoi que ce soit. Il n'est pas là pour piéger, il n'est Mhm. pas là pour mettre en échec, il est là pour accompagner la personne sur un chemin. Vous avez dû voir, Fares, que j'aimais beaucoup les métaphores. Oui. Quand on forme des rôlistes, quand je forme un rôliste, je lui dis, notre boulot, c'est le même que celui d'un guide de haute montagne. Tu fais le chemin avec. C'est Tu fais le intéressant. chemin avec. Ni pour, ni contre, tu fais avec. Et ton boulot à toi, c'est d'emmener l'autre vers. Alors, est-ce qu'on atteindra le sommet? J'en sais rien, mais on va aller le plus loin possible et en sécurité. Mais par contre, le chemin, on va le faire. Et ça, c'est très important. J'espère avoir Oui, oui, répondu. c'est une bonne illustration, de toute façon, et c'est très très bien répondu. Oui, et les métaphores, on y reviendra. Ce qui m'intéresse ici, c'est que moi, je suis personnellement, en tant que formateur, adepte de l'apprentissage de l'adulte fait par David Kolb, hein, avec un cercle d'apprentissage, avec plusieurs phases, où il y a l'actif, la réflexion, la partie théorique et la partie pragmatique, où on pourrait vivre les jeux de rôle. Vous intervenez sur toutes les parties ou vous faites uniquement la partie du pragmatisme pour vivre du jeu de rôle ou un jeu de rôle quelque part dans la réflexion, dans le montage de la formation? Non, on intervient sur toutes les situations relationnelles à enjeu. Hmm. C'est-à-dire que si c'est simplement une situation relationnelle, c'est est-ce que tu veux du sucre dans ton café, on ne va pas intervenir parce que c'est pas très intéressant. Enfin, si, c'est intéressant d'ailleurs, mais on n'a pas besoin de nous. Ouais. Dans toutes les situations relationnelles en jeu qui peuvent exister dans l'univers de l'entreprise. Je sais s'il y en a. Alors ensuite, ça va être des choses particulières. Ça peut être le dialogue social, ça peut être le management de la sécurité, ça peut être le management au quotidien, etc. L'accueil du client, bien sûr, tout ça. Mais à partir du moment où il y a deux personnes et qu'il y a un enjeu entre les deux, donc il y a un risque que Hmm. ça se tende un peu, nous, on a notre place pour modéliser la situation, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de réflexions. Là, je vais rentrer un petit peu dans les coulisses de La Porte s'ouvre. Bon, on ne va pas tout dévoiler, mais ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se passe parce que c'est un travail colossal. Créer des jeux, créer des activités basées sur un feedback d'un client, après avoir collecté les informations, se réunir pour faire un montage d'un jeu de rôle et probablement pour ne pas tomber dans la redondance après, parce que vous pouvez revenir chez le même client, mais il voudrait bien voir d'autres activités, d'autres jeux de rôle. On part toujours des objectifs du client, d'une part. Oui. Qu'est-ce que vous voulez de cette formation? À quoi vous voulez arriver? Et ensuite, on décline ça sur les attendus pédagogiques classiques d'une formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut travailler, etc. Et ensuite, on Mhm. va modéliser les situations euh, à partir de ces objectifs, de ces objectifs-là, tout simplement.
Alors, je dis tout simplement, pour nous, c'est notre métier, donc ça ne paraît pas très compliqué. J'imagine que, vu de l'extérieur, c'est comme quand je vois mon plombier intervenir, je me dis comment il fait. Lui, il sait faire, moi, je ne sais pas. Mais non, c'est pas. Voilà, c'est notre métier. L'idée, c'est toujours de modéliser quelque chose qui se passe dans la vraie vie et de le transporter dans la salle de formation, mais que ça soit très proche de la vraie vie, Oui. le plus proche possible. Mais certainement, ça demande un brainstorming assez colossal et beaucoup de réflexion pour pouvoir monter un Alors, truc de ce genre. ça demandait un travail colossal, ça en demande maintenant moins parce que l'expérience aide tout simplement. Oui. Comme pour vous, Fares, comme pour, j'imagine, toutes les personnes qui nous écoutent, à un moment, quand même, on arrive un peu à capitaliser sur notre expérience. On ne recommence pas tout à zéro depuis le début. À zéro depuis le début, on ne recommence pas tout à zéro à chaque fois. Donc, il y a du boulot, oui, bien sûr. Il est moins important qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Faudrait-il être expert du métier pour pouvoir faire un bon montage d'un jeu de rôle? Parce que Non, je vous crois pas. voyez, c'est quoi Je crois l'expertise pas. de la porte s'ouvre, de vous? C'est quoi Non, votre expertise? l'expertise vient beaucoup de l'expérience et puis vient d'une intuition de départ. Mais j'allais dire que là, je me tire une balle dans le pied. Hein, je scie la branche sur laquelle je suis assis, mais tout le monde, tous les formateurs peuvent pratiquer les jeux de rôle avec cette valeur ajoutée-là. Alors, c'est du boulot, hein, bien sûr. C'est beaucoup de travail. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Je ne détiens pas un secret. Je ne suis pas assis sur la pierre philosophale en aucun cas, quoi. Donc, vraiment. Donc tout le monde peut y arriver. L'idée est toujours la même. C'est comment on fait vivre une expérience aux participants qui est la plus proche de leur réel à eux. C'est toujours la même chose. À partir du moment où on est guidé par ça, le reste va. Maintenant, c'est vrai que si on intervient, nous, en duo avec des formateurs, des consultants, c'est parce que le consultant, lui, a une place particulière, que le rôliste a une place particulière et que les participants ont une place particulière. Et on a un triptyque qui joue là, qui est très, très, très puissant. Mais par rapport à Philippe Coste, vous avez la double casquette parce que vous êtes formateur, mais en même temps formateur de rôliste et rôliste vous-même. C'est ça? Voilà, c'est ça. Donc vous Exactement. connaissez les deux postures et vous pouvez Exactement. jouer les deux rôles et c'est ça ce qui est intéressant. Exactement. Mais mon métier de base est rôliste et à la porte s'ouvre, notre métier, c'est d'être rôliste. Alors ensuite, Et, on fait ça en distanciel, en présentiel, peu importe le canal. et justement, là, on a une question très intéressante de la part d'un garçon très intelligent de Microsoft aussi, hein, que je salue énormément. Khaled Jomi, il dit comment voyez-vous le métier de formateur de rôliste aussi dans un monde post-Covid, hein? On parle de Covid-19, surtout avec des demandes clients pour utiliser des outils de travail collaboratifs comme Microsoft Teams, Zoom et autres. Est-ce qu'on peut continuer à faire ça sur le digital? Ah ben oui, parce que sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. Là, on en parle sur Zoom. Par Voilà. contre, en termes d'animation, Non, ça, c'est là. Alors, c'est un tout petit peu moins bien qu'en présentiel, ouais, mais ça fonctionne très bien. d'accord. Alors, je suis désolé pour cette personne qui, a priori, travaille chez Microsoft, c'est ça? Ouais, ouais, Alors, Teams, c'est très bien, mais Zoom est infiniment mieux pour ouais. nous. Pour nous, en tant que... Bien sûr. Voilà. Ça dépend des utilisations, mais oui, c'est vrai, de Voilà. toute Pour cette façon. utilisation-là, Zoom est infiniment mieux. Ça, je Oui, suis désolé. Donc, il faut dire aux équipes de Teams de travailler pour se rapprocher de Zoom. oui, certainement. De toute façon, Zoom, là, il a corrigé les failles de sécurité. Au début, c'était difficile, mais maintenant, il est recommandé même par. Et, J'ai reçu Tiagui il n'y a pas longtemps, hein. J'ai reçu le fameux Tiagui des jeux et des activités, etc., oui. en talk. Et lui, il recommande Zoom parce qu'il a inventé ce qu'on appelle les LOLAS, les Live Online Learning Activities. Et il recommande Zoom. Bon, il dit sur Teams, ça peut marcher, mais sur Zoom, c'est plus performant de toute façon. C'est-à-dire que Zoom Teams est un bel outil collaboratif, un bel outil de visioconférence. Zoom est un outil de formation, de e-formation, vraiment. On continue avec les questions. Marc Detienne revient pour dire prenons une équipe de gestionnaires d'assurance, chacun en télétravail, qui ont cessé de communiquer entre eux en visioconférence
et se limite à s'échanger des mails chargés de lettres majuscules et de points d'exclamation pour signifier des reproches avec apparition de clans et de rumeurs. Comment rétablir la confiance avant de les former, par exemple, à l'art du feedback mutuel? Là, je ne répondrai pas à la question parce que ce n'est pas dans mon champ d'expertise. D'accord. Par contre, dans l'art du feedback mutuel, oui. Là, nous allons pouvoir pratiquer des entraînements au feedback. Mhm. Et c'est là où nous allons intervenir, nous, pour faire des feedbacks qui se rapprochent vraiment de leur réalité. D'accord, d'accord. Très bien. Donc là, vous faites aussi l'animation sur le digital, si j'ai bien compris. Les jeux de rôle, les rôlistes sont très Ah oui, actifs sur le oui, digital. c'est ce que je vous disais. Sinon, si on n'avait pas pris ce tournant-là en mars dernier, la boîte se serait cassée la figure. Donc, hop, on a basculé en digital. Alors, on n'avait pas attendu ça. Depuis un petit moment, on en faisait en digital, mais c'était marginal. Et puis, de marginal, c'est devenu la règle. D'accord. Ah, Nous espérons, pardonnez-moi, nous espérons le retour du présentiel quand même assez vite. oui, ici en Tunisie, on est revenu, mais on fait très attention, un nombre très limité en salle. Oui. Bon, parfois, là, je poserai une question par rapport au nombre. Parfois, il y a des nombres aussi qui ne sont pas très stimulants pour le bon déroulé d'un jeu de rôle. Qu'est-ce que vous en Mhm. pensez? C'est quoi le nombre minimum pour vous pour créer de l'énergie, de la magie dans la salle? Un? Une seule Alors, personne? parce que nous intervenons aussi sur des compléments de formation pour des participants qui ont envie d'approfondir des thèmes, des situations. Et on fait on va appeler ça quasiment du coaching individuel, mais via le jeu de rôle et via l'entraînement. Hum, 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 hum. Un est le nombre minimal. Le nombre maximal, le nombre idéal, ça ne va pas vous étonner, c'est 8. Oui. Voilà, c'est là où on est. Alors, en visio, c'est 6, en présentiel, c'est 8. Maintenant, nous savons tous que les clients ont tendance à mettre plus que 8, plus que ça. Oui, c'est un truc d'investissement là. Donc, ça va être Je beaucoup. ne suis pas d'accord, mais je les comprends. Oui, moi aussi, en tant que formateur, on les comprend aussi, hein, parce que ils cherchent leur ROI, mais probablement investir dans 6 personnes pour avoir une bonne formation et un bon apprentissage, ça sera meilleur d'avoir plus. Et après, l'ancrage des compétences ne sera pas très, très impactant. Awad pose la question, comment voyez-vous l'improvisation, l'innovation dans le déroulement de la séance de jeu de rôle déjà programmée et ficelée? Ah, j'ai du mal à comprendre la question. Je vais essayer moi aussi, je vais essayer de reformuler. Probablement, si j'ai bien compris Awatf, elle voudrait poser la question, si j'ai un jeu de rôle tout prêt, un scénario installé, et après, dans le déroulé du jeu de rôle, il y a eu un changement de cap, donc il y a eu de l'improvisation, que ce soit de la Ah, part du rôliste ou du participant qui nous a emmenés quelque part où on ne veut pas aller, quoi. alors, c'est ce que nous, dans le jargon, on appelle un lapin. Un lapin. Oui, Oui. parce qu'on sort le lapin du chapeau. Quand un participant sort un lapin, le rôliste, son travail est en restant dans la situation, de leur ramener là où on doit être. Hmm. C'est très difficile de parler de ça en théorie. Il vaut mieux parler de ça vraiment dans la pratique. Mais l'idée première, c'est de ramener le participant sur le sujet, c'est-à-dire de ne pas s'écarter, tout simplement parce que on est dans une formation, on a un but, on a un objectif. Quand je dis on, c'est le groupe, le formateur, le rôliste, etc. Et qu'il est bon de pouvoir se remettre sur la bonne route. Alors, je sais que je fais une réponse qui est un peu comme ça, qui n'est pas très. Mais là, je comprends parce que c'est l'expérience du terrain, c'est le Ouais, réflexe. Il n'y a pas de ouais. recette toute prête, mais ça, c'est l'intuition qui va agir, mais il y a la technicité aussi pour revenir au process déjà préparé, quoi. Alors, la technicité, c'est en douceur. Hmm. Oui, C'est-à-dire, c'est pas de dire ah non, 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 je ne suis pas d'accord, c'est c'est pas pas dans le ça. scénario, ça ne va pas du tout, on s'interrompt. C'est de prendre ça, de le mettre dans la situation, de le mettre dans la fiction et de le ramener. Là, c'est de l'impro pur. Donc, difficile d'être plus précis, techniquement parlant. Il faudrait voir une situation réelle.
Donc, si je comprends bien, le métier de rôliste, ça a été inventé par vous et par la Oui, Porte S'ouvre. Ça oui. n'existait pas en France, mais ça existait déjà aux États-Unis, c'est ça? Non, ça n'existait pas du tout. Ah, dans le monde. Non, du tout. Ah, d'accord. C'est votre création, quoi. C'est ça. Mais c'est ça, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Ouais, c'est bien. Et depuis 25 ans, combien de rôlistes avez-vous formé? Eh bien, nous sommes, je suis en train d'essayer de compter, je crois qu'on est 17 à la porte s'ouvre, il y a 2, 3, 4, j'allais dire une vingtaine, mais peut-être qu'il y a eu des émules ailleurs que je ne connais pas, tant mieux, je suis ravi. Voilà, nous sommes une vingtaine maintenant. Une Tout vingtaine à depuis fait. 25 ans. Ça veut dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est du boulot. C'est du boulot, d'accord, mais il y a Ouais. probablement des prédispositions naturelles. Non, je crois pas. Enfin, Comment vous castez les gens? C'est un choix que vous faites ou c'est des gens qui débarquent, qui veulent être rôlistes? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Il y a les deux. Alors, soit on est en période de recrutement, auquel cas on va chercher dans le réseau, etc. Soit Mmh. effectivement, je reçois quand même pas mal de candidatures. Je ne néglige aucune candidature, mais vraiment rien. C'est pas parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut, un ou une rôliste peut venir de la scène ou de la salle. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, ce sont des compétences à acquérir. Alors, peut-être que la personne aura plus de facilité ou plus de difficulté à acquérir ces compétences. Et là, c'est à moi d'en juger sur le premier ou deuxième entretien de recrutement. Mmh. Mais a priori, je dirais que tout le monde peut. Ensuite, peut-être que effectivement, ça ne se vérifie pas. Mais a priori, tout le monde peut. Il n'y a pas une. S'il y a une prédisposition, elle va faciliter les choses. D'accord. Alors moi, je veux être rôliste. Quelles sont les compétences que je dois avoir ou que je dois, dégager en premier entretien avec Philippe Coste? Alors, il y a trois choses. L'ouverture d'esprit, ça c'est absolument nécessaire. Mmh. C'est vraiment parce que on se retrouve face à une multiplicité infinie de participants et on les accompagne, on est avec eux. Il y a une relation très forte qui se crée à ce moment-là, très très forte. Il faut être d'égal Oui. à égal. Je reprends mon histoire de guide de montagne. On a une responsabilité c'est pas rien. Donc l'ouverture d'esprit est nécessaire pour pouvoir, j'allais dire, embrasser le monde, l'humain dans ce qu'il est, dans ce qu'il apporte. La capacité à interpréter, à incarner des personnages, des comportements de façon courte, et donc à improviser les choses. Et puis l'esprit pédagogique, tout simplement, l'état d'esprit pédagogique, parce qu'on n'est pas là, encore une fois, on n'est pas là pour faire un show, on est là pour faire en sorte que les gens s'entraînent et acquièrent des compétences relationnelles à travers l'expérience qu'on leur fait vivre. Ce sont ces trois-là. C'est pour ça que je dis que, a priori, je dis bien a priori, il n'y a pas de raison que tout le monde ne puisse pas. Ensuite, si quelqu'un, effectivement, n'a pas ça, ça ne marchera pas. Mmh. Avez-vous pensé déjà à, installer des rôlistes dans l'entreprise? Dans l'entreprise, ça veut dire, des jeux qui peuvent être menés hors formation pour expliquer des concepts, des process, des méthodes, ce genre de trucs, mais qui sont pilotés par, des managers, par des personnes qui travaillent dans Ah bah non, l'entreprise. jamais. Jamais, jamais pensé à ça. Mmh, 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 mmh. Ça peut être une idée. Ça pourrait être une idée, oui, c'est Oui, ça peut être intéressant. une idée. Oui. C'est intéressant parce que, au début, on en a discuté, ancrer des compétences, expliquer des concepts, expliquer de la théorie avec des jeux de rôle, c'est intéressant et c'est ça Oui. le challenge de beaucoup de managers, d'expliquer des objectifs, d'expliquer des visions et des process de travail pour des nouvelles recrues dans l'entreprise. Probablement, une installation de ce genre, ça sera, merveilleux aussi. Pourquoi pas, Oui, effectivement. c'est intéressant. Donc, à part ça, donc vous dispensez de la formation pour les entreprises, mais aussi pour les cabinets de formation qui veulent améliorer leur contenu. C'est ce que j'ai vu sur le site. C'est ça, exactement. Soit on intervient en direct, soit on intervient en partenariat avec des entreprises de formation qui vont, par exemple, nous dire, bon voilà, nous, on a été contacté par tel client qui a tel objectif de formation. On souhaiterait mettre des jeux de rôle avec vous dans le programme que l'on propose. On va se mettre en rapport et puis
on va travailler ensemble là-dessus. Donc là, on devient un petit peu comme l'architecte reste le cabinet de formation, d'accord, et nous, on va intervenir spécifiquement sur toute la question entraînement, jeu de rôle, etc. Mhm. Ces jeux de rôle déjà inventés par la Porte s'ouvre sont-ils déposés, copyrightés? Comment ça se passe? Ils Ou, sont, ils sont copyrightés avec le copyright, c'est un vrai courant d'air, hein, donc, et ça n'a pas d'importance, ça. Ça n'a Qu'est-ce pas qui vous fait d'importance. dire ça? Quand je dis ça n'a pas d'importance, OK, les scénarios sont là, ils existent et ils sont diffusés, et puis chacun à la limite, peut le prendre pour s'en servir. J'allais dire tant mieux. Je suis pas je suis pas assis sur mon coffre avec mon fusil en empêchant les gens de vouloir avoir accès à ça. Voilà, je fais pas très attention à ça. Mhm. Je vois sur le livre ici, dans la présentation, il y a plusieurs entreprises. On en a parlé de la Porte s'ouvre, mais il y a Multicomédie, théâtre d'entreprise, La Lumière des Cantes, Cantes pour le management, la communication et la formation. Et déjà, ça, c'est un très très bon livre. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, existe-t-il en Tunisie? Eh bien non, il n'existe pas en Tunisie. Donc, vous pouvez le commander sur Amazon. Amazon ne livre pas en Tunisie, donc il Donc, faudrait que vous voyez quelqu'un qui vous livre ça. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Donc, c'est un chemin assez endurant pour avoir ce peut-être livre-là. peut-être Mais que bon, Erol, les éditions Erol livrent, non? si, si, il faut demander aux librairies, hein. Oui, Donc, oui. former. Donc, il faut demander. Ça va prendre peut-être 1 à 2 semaines, mais vous pouvez l'avoir. Mais il n'est pas en vente, malheureusement, dans les librairies tunisiennes. Ça a Parce que été Amazon ne livre pas en Tunisie. pas tout en fait. Ça livre, mais pas tout. Voilà. Bon. Donc, c'est ça le challenge. Moi, j'ai découvert ce livre, comme j'ai dit, à travers mon mentor, qui est en train de nous suivre. Je le remercie pour ça. Il y a plusieurs contes ici. Ce qui est intéressant dans ce livre, parce qu'on va parler aussi de storytelling, c'est qu'il y a une partie au début technique. Comment on raconte une histoire, l'enchaînement, l'intrigue, l'installation, l'énergie, tout le process du storytelling bien fait. Et c'est ça ce qui est intéressant. Là, il y a une partie c'est les aléas du direct. Il y a une sonnerie. Je vais la désactiver et Allez, revenir. c'est bon. Excusez-moi. Et je suis revenu. Désolé, c'est comme ça, une sonnerie de C'est bon. téléphone. Ouais, je prépare mon studio, mais parfois j'oublie des choses. Donc là, je reviens à votre livre Formé par les Cantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il il y a plusieurs thématiques ici de soft skills, de développement personnel, qui sont dans ce tableau-là, et chaque histoire dédiée à un thème bien déterminé. Donc, si vous voulez raconter une histoire en métaphore pour faire de l'ancrage sur la prise de parole en public, et ben ici, c'est le casque de Phalan, etc. Donc, depuis 2008, ce livre existe. J'ai l'impression que je suis en train de remuer un souvenir parce que il est coécrit avec Martine Bijard. Et moi, j'adore les histoires et j'adore l'histoire des rides, l'histoire de la bouteille, le rose et le rance aussi. Il y a plusieurs histoires assez intéressantes. Comment vous êtes parti dans cette aventure d'écrire un livre pour les formateurs, des contes quoi, pour les formateurs? Alors, comment je suis parti dans cette aventure? Déjà, moi, j'adore les histoires. Alors, j'aime qu'on m'en raconte et j'aime en raconter. Mhm. Parce que, et là, quand je reviens sur le jeu de rôle, le fait d'emmener des participants dans une mise en situation dans laquelle ils ont à convaincre quelqu'un, etc., c'est une histoire. Donc, Oui. fondamentalement, on est sur la même chose. On est sur la fiction qui est connectée à leur réalité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis, et là,
je vais enfoncer une porte ouverte, mais le conte est un moyen de faire prendre conscience, de transmettre des messages, de révéler des choses, de sensibiliser, qui est très puissant. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date vraiment, vraiment pas d'aujourd'hui. Hmm. Les contes sont utilisés dans beaucoup de civilisations. Je me demande même s'il y a une civilisation qui ne les utilise pas Ouais. pour transmettre. On est sur la tradition orale et ça n'arrête pas. C'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux, Zoom, etc., que les contes et les histoires arrêtent. Au contraire, prennent d'autres formes, mais ça reste toujours la même chose. Et euh, moi, et je suis toujours grand consommateur de livres de contes. J'en écrivais moi-même, même de temps en temps, j'en écris. J'ai eu un blog là-dessus. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ben, très bien, parfait. Puisque c'est un outil qui transmet et que là, a priori, je suis dans l'information, il y a peut-être, voilà, il y a ce même terreau. Puisque j'aime les contes, on est sur ce même terreau. Ouais. Euh, écrivons un bouquin. Donc j'ai contacté une amie et partenaire avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Martine Bichard, qui a un cabinet de formation qui est toujours actif. Un BC formation. Voilà, mais c'est formation à côté de Paris. Et je lui ai dit, parce que le côté pédagogique n'était pas, à l'époque, j'étais pas encore tout à fait blindé là-dessus. Elle Hmm. l'était. J'ai dit, écoute, j'ai besoin de toi, moi, ça partie récit, conte, et puis conte et conteur, toi, la Ouais. partie pédagogique. Et on a écrit ce bouquin ensemble, on l'a proposé à Héroï, qui a dit, OK, c'est bien, ça nous plaît, faisons-le. Et voilà, c'est né comme ça. Ouais, et je trouve qu'il y a des contes assez intéressants. Euh, comment on écrit ce genre de conte? Parce que c'est un talent, vous réfléchissez, vous avez une idée, allez, je vais la développer. Après, on trouvera un thème qu'on peut Non, mettre alors, en relation, quoi. personnellement, je pars du thème, Oui, de quoi ça doit parler, hein, qu'est-ce que ça doit contenir, ça c'est primordial, de quoi ça doit parler, qu'est-ce que ça doit contenir, en gros, quel format ça doit avoir, court, long, etc. etc. Et à partir de là, ben, ça va être le déclic, l'inspiration, on peut appeler ça je ne sais pas comment. Je vais dire que à partir de cette réalité-là, il va falloir le métaphoriser littéralement, et là, pouf, ça vient ou ça vient pas. Et quand ça vient pas, c'est douloureux. Et quand ça vient, c'est formidable. et vous trouvez que votre livre est universel? Parce qu'il y a des histoires ici que je ne lise pas, hein, ou je raconte pas. Probablement, j'annonce la couleur parce que probablement ça pourrait frustrer quelques cultures, quelques croyances, etc. Vous avez pensé à ça, que votre livre il part à l'international? Ce ne sera pas en Alors, France uniquement? ce qu'il dit des rapports sociaux, entreprise ou pas entreprise, entre les Oui, gens, parce que beaucoup de choses sont là-dessus, est dans la culture, on va dire, occidentale, puisque je oui, suis, moi, issu de cette culture-là. oui, Donc, il est tout à fait possible, je ne me suis pas posé la question, mais il est tout à fait possible que ça ne convienne pas à d'autres cultures. oui. Je ne pense pas que ça aille contre d'autres cultures, mais que ça ne convienne pas à d'autres cultures, ça, je peux parfaitement l'entendre. Oui, oui, mais de toute façon, on a, en Tunisie du moins, on a l'ouverture d'esprit nécessaire d'accepter des choses dans ce livre, hein. Je ne dirais Oui, pas tout à fait. que toutes les histoires ne sont pas adéquates, mais bon, il y a des histoires probablement où je sécurise un peu plus ma salle, j'annonce que c'est une Oui, bien sûr. métaphore, il ne faut pas la prendre à titre personnel, c'est très important. Tout à fait. Euh, quel genre de conseils vous pouvez donner aux formateurs pour pouvoir utiliser ce livre ou raconter d'autres histoires sur le plan technique, sur le plan comportemental? Parce que parfois, on ne distingue pas entre lire un conte et le raconter. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est à bien choisir son moment. Ah, Puisque le conte est un outil pédagogique, comme d'autres outils pédagogiques qu'on a. On va faire un stage de, je sais pas, 2 jours, mettre en place des outils.
Le compte en est un. Bon. À quel moment je l'utilise? Donc, pourquoi je l'utilise? Est-ce que il y a en gros deux grands moments, plutôt sensibilisation pour faire prendre conscience. Tiens, ça me parle de quelque chose. Déclic, oui. Voilà. Ou donc pour ouvrir, ou alors pour refermer, conclure, sédimenter, synthétiser. Donc là, c'est plutôt vers la fin. Donc déjà, bien choisir son moment. Et ensuite, techniquement, pour dire, pour raconter, j'allais dire c'est raconter. Ouais. Et là, il n'y a pas 36 solutions, il faut l'avoir en mémoire. Pas le lire. Il faut avoir en mémoire. Ah oui. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez en mémoire, Fares, vous êtes libre à l'intérieur, donc vous pouvez... Oui. C'est comme un plat que vous avez l'habitude de faire. Vous le faites, vous ne vous rendez pas compte que vous le faites, et il est délicieux. Et laissez-moi partager, je profite de ce moment, laissez-moi partager avec vous qu'est-ce que je fais. Et ben moi, je ne les apprends pas. Pourquoi? Parce que tout d'abord, moi, je suis tunisien, je parle français, je comprends le français, certainement, mais il y a une façon d'écrire le texte magnifique, il y a des jeux de mots, etc., que je ne pourrais jamais, probablement, ou je dois faire plus d'efforts pour les mémoriser et savoir, parce que après je vais déformer le texte. Si je vais l'apprendre, j'oublie un mot, bon, je vais le remplacer avec un autre mot, mais le jeu de mots, ça rime pas, c'est pas intéressant et ça donne pas de l'impact que vous voulez avoir à travers le camp. Mais moi, de toute façon, j'ai appris à raconter en utilisant le document, mais tout en maintenant un contact visuel avec les participants. Oui. Donc, en fait, je regarde en fraction de seconde, je cueille une phrase, quelques mots, j'utilise un peu la technique de la cuillère et après je reprends contact avec mes participants. Et ça, c'est la technique. Je ne sais pas comment vous jugez ça, mais je partage avec vous. Je n'ai pas à juger parce que c'est vous c'est votre expérience à vous. Et mon Dieu, qui je suis pour juger ça? Personne. Je dis simplement que plus on est libre avec le contenu, Ouais. mieux on est avec le monde, tout simplement. Ensuite, avoir le texte lui-même et le lire. Évidemment, si c'est les yeux comme ça ne marche pas. La question, c'est la liberté, tout simplement. C'est pas une question philosophique, hein, c'est simplement d'être libre par rapport au contenu. Donc de pouvoir ne pas être... Parce que plus vous êtes libre avec le contenu, plus vous êtes avec les gens, avec votre auditoire. Et là, c'est un groupe de participants de 8 personnes, ou ça peut être une salle de 10 000 personnes, c'est la même chose. Ouais. C'est marrant parce que lorsque j'utilisais votre livre et moi, je ne vous connaissais pas, donc je me posais la question, mais quelle voix il doit avoir ce Philippe Coste? Comment il est? Et c'est intéressant parce que moi, je suis sensible à la voix, puisque je fais de la radio. Et là, je comprends parfaitement pourquoi vous faites du storytelling, parce que la voix y est. Et c'est ça ce qui est marrant. C'est quoi l'histoire qui vous plaît le plus ou que vous aimez le plus dans ce livre? Le phare de Magdèche. Le phare de Le Magdèche. phare de Magdèche. Voilà. Et vous en souvenez? Vous l'avez en tête? Alors, je l'ai plus. Là, c'est un challenge. Je sais très bien de quoi il parle. Je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a quelques mois. Pas du tout en formation d'ailleurs, mais c'est. Et c'est en plus d'un conte que je relis souvent pour moi-même parce que, étant donné le métier qu'on fait, je trouve il remet les pieds sur terre. Mais avant de clôturer, moi, je veux abuser de votre gentillesse quand même. Je voudrais écouter un petit conte, hein, un petit conte de 2 minutes, de 3 minutes, un petit cadeau aussi pour les participants ici. Ça sera intéressant. Ah, mais je les ai plus en tête. Il faudrait que je reprenne le bouquin. Un autre conte? Un autre conte? Un autre conte? Oui. Vous avez écrit énormément de contes dans le blog. Hein. Bon, je vous laisse le temps de réfléchir. On va continuer, mais vous allez trouver certainement un conte assez intéressant. De toute façon, moi, j'aime les rites, je l'annonce déjà, et j'aime la bouteille, parce que c'est une histoire très marquante au niveau de l'écoute active, au niveau de... Ah, la bouteille est sympa. Ouais, ouais, très, très sympa, et j'adore ce livre. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres livres. Hein. Si, il y a eu qui n'a rien à voir, qui s'appelle Oser créer son entreprise. D'accord.
Donc toujours chez Erol en 2010-2011, parce que je fais pas mal d'accompagnement pour les startups, les créateurs d'entreprises. Ça, c'est vraiment mon truc. Je suis resté 6 mois salarié dans ma vie, moi, pas plus. Tant Après, mieux. Et donc depuis, j'ai ça et j'ai vraiment envie de transmettre. C'est quelque chose que j'ai jamais lâché. J'ai toujours fait de l'accompagnement. J'ai fini par en faire un bouquin. Et puis il y en a un troisième. Là, je cherche un éditeur pour l'instant. Il n'est pas évident à caser, mais j'ai pas de. Enfin, je continue à chercher et j'espère trouver. c'est quoi le thème? Les jeux de rôle et les neurosciences. Et là, j'ai parlé tout à l'heure de neurosciences. Vous dites que vous n'êtes pas Voilà. expert de neurosciences, mais. Non, mais je suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Hein. Je suis pas D'accord. On est créé à deux. Jeu de rôle et neurosciences. Ah, Ouais, ça, c'est un truc que j'attends à fond. Et je pense que Rolls au Dunod, ça sera un Eh ben éditeur non, aussi. Erol n'a pas voulu et Dunod Ah n'a pas bon? voulu non plus. Donc on est pour l'instant, on est en pourparlers avec 4 autres maisons d'édition. Erol n'a pas voulu parce qu'ils ont déjà quelque chose sur les jeux de rôle. Bon, ok. Et Dunod, non, parce que c'est trop précis pour eux. Ils ont un catalogue ils sont plus larges dans leur ligne éditoriale. D'accord. Bon, c'est étonnant, mais on en attend de toute façon. Il y a des propositions de jeux de rôle ou c'est uniquement de l'analyse scientifique et la relation entre les jeux de rôle et Non, les neurosciences? alors, en fait, je mets dans ce bouquin toute la méthodologie de la porte souris. Waouh! Tout. Y compris un scénario complet préutilisé. Je mets mon savoir en bouquin. Du moins, moi, je l'attends avec impatience. Hein. Ça m'intéresse à fond. J'espère que vous allez trouver un éditeur prochainement. Oui, Parce que ça devrait pouvoir se faire. En ce moment, c'est difficile de trouver des éditeurs parce que c'est difficile pour eux, mais ça devrait pouvoir se faire. J'ai pas trop d'inquiétude. D'accord, très bien. Avez-vous trouvé l'histoire ou pas Non. encore? Aucune histoire. De toute façon, il est 22 heures, je comprends parfaitement déjà. Et c'est dimanche, donc demain c'est lundi, on reprend le boulot. Non, mais Farid, vous m'auriez dit ça un petit peu avant, je me serais. Mais là. Bon, je vais quand même le faire pour les participants. En quelques minutes, je vais leur raconter la bouteille et vous me dites Avec plaisir. votre avis. Ça, c'est la première histoire ou le premier conte dans le livre de Philippe Coste. On y va? Ah, avec grand plaisir. Très vite. Alors, l'histoire est intitulée La bouteille. Il était une fois un homme qui devait accéder à de très hautes fonctions. L'empereur, le fils du ciel, venait juste de le nommer gouverneur d'une vaste province. Comme cet homme était de nature réfléchie, posé et sage, il décida de consulter un maître pour savoir si réellement il était prêt à exercer un tel pouvoir. La veille de son accession, il se rendit à l'ermitage du maître. De l'autre côté de la rivière du Jade, au jour mourant, il atteignit la grotte dans laquelle vivait le maître. Celui-ci le reçut avec bienveillance, le pria de s'asseoir, prit place en face de lui et écouta sa question attentivement. Suis-je prêt à exercer un tel pouvoir? Le maître ne sia pas, ne dit mot et se leva, priant d'un geste l'homme de le suivre. Il descendit vers le village. En chemin, aucune parole ne fut prononcée, aucun regard échangé. L'homme suivait le maître qui marchait d'un bon pas. Ils arrivèrent au village à la nuit. Le maître se dirigea vers l'auberge, ouvrit la porte et entra. Là, il indiqua une table à son visiteur. Un peu étonné, l'homme s'assit et attendit. Le maître disparut et revint quelques minutes plus tard portant un gobelet en bois, une grande bouteille remplie d'alcool de sorgho. Il posa la bouteille sur la table et le gobelet devant l'homme. Celui-ci l'interrogea du regard. « Bois, dit le maître. Je reviendrai au matin. » Il sortit de l'auberge, laissant l'homme en compagnie du flacon, du gobelet et de sa perplexité. Après un court temps de réflexion, l'homme saisit la bouteille, remplit le gobelet et but. Le parfum des pétales de rose caressa sa langue, tandis que le feu de l'alcool enflammait sa gorge. Il finit son gobelet et réfléchit de nouveau. Le maître avait dit « bois ». Devait-il boire seulement un gobelet? Ou peut-être deux? Ou finir la bouteille? Il fit taire ses pensées et s'octroya une deuxième dose. Son estomac brûla délicieusement, son palais frémit de plaisir, son esprit se grisa légèrement et se versa un troisième gobelet. Et la nuit passa. Le lendemain matin,
La porte de l'auberge s'ouvrit. Le maître entra et vint s'asseoir en face de l'homme. La bouteille était toujours là. Un tiers du breuvage a été consommé. L'homme semblait fatigué. Ses traits étaient tirés, mais son regard était clair comme la rosée. Il réitéra sa question. Suis-je prêt à exercer un tel pouvoir? Le maître le regarda et dit, tu es venu me voir, tu sais décider, tu as suivi mon conseil, tu sais écouter, tu as cessé de boire à temps, tu sais agir avec mesure. Mais poursuivit-il, as-tu éprouvé du plaisir à être ainsi grisé? Sois sincère dans ta réponse et je te répondrai. L'homme mit ses yeux dans les yeux du maître et dit oui. Le maître mit ses yeux dans le cœur de l'homme. Alors tu es prêt. Fin de l'histoire. Oh, super. Je suis très touché. C'est magnifiquement raconté. Merci infiniment. Magnifique. Super. Wow. Pas de feedback, pas d'amélioration. Attendez. Je retire ce que j'ai dit sur le fait de l'avoir en mémoire. Bon, je vais essayer de faire l'effort, de toute façon, de les apprendre. Moi, j'adore ces histoires-là, c'est un truc magnifique. Je remercie aussi mon mentor qui m'a appris à les raconter. Probablement, j'ai des prédispositions parce que j'habite une ville, je partage avec vous ça, j'habite une ville qui s'appelle Rades. Et Rades est connue par plusieurs célébrités ici en Tunisie, dont l'un des meilleurs chanteurs, si ce n'est le meilleur chanteur de l'histoire du pays. Et j'ai eu de la chance parce que c'est un autre voisin. Il s'appelle Abdelaziz Laaloui. Et ce mec-là, toute la Tunisie à une certaine période, lorsqu'il rentrait du boulot, tous les Tunisiens se mettaient à côté de la radio pour écouter le conte du jour de Abdelaziz Laaloui. Et c'est là que j'ai côtoyé, j'ai touché ce monde féerique du conte et de l'histoire. Marc de Tienne, mon mentor, il dit bravo, disciple, merci infiniment pour le commentaire. Ah bah, il peut, oui. C'est grâce à toi, merci à tous. Il nous reste 4 minutes, je ne vous retiens pas. Pour moi, c'était un voyage extraordinaire. Aujourd'hui, je rencontre l'un de mes mentors que j'ai connu à travers son livre magnifique, mais je suis heureux de vous connaître parce que vous êtes une personne extraordinaire. Je vous laisse le dernier mot en quelques minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire aux formateurs, aux personnes qui animent des jeux de rôle, aux entreprises, à toutes les personnes qui nous regardent de la Tunisie et ailleurs? The stage is yours. Yes. Oh, ce que je veux dire va être simple. Nous sommes nous sommes pas dans ce monde pour nous. Enfin, non. Désolé, parce que si je commence comme ça, je vais être heureux, je vais être pénible. Non, mais vous dites ce que vous voulez, hein. Non, mais je dis oui, absolument, je dis ce que je veux. Je crois fondamentalement à la possibilité qu'ont les gens de mieux se parler. D'accord. Tout simplement. Je sais que c'est un effort à chaque fois qu'on doit faire. Notre instinct, notre nature ne nous pousse pas à ça. Mais quand on peut faire cet effort, vraiment de mieux se parler, de mieux se dire les choses, ça peut désamorcer tellement de situations que ça vaut le coup de mettre de l'énergie là-dessus. La relation entre les gens, c'est quelque chose c'est pas que ça me passionne, c'est que j'en fais vraiment quelque chose d'essentiel dans le fait de vivre ensemble, tout simplement, sans aller chercher dans des choses très compliquées. Ouais. Je crois que l'essence de mon boulot, elle est là, c'est à contribuer à ce que faire en sorte que les gens se parlent mieux. Et les formateurs sont là aussi pour ça. Certainement. Tout simplement, que les relations soient un petit peu meilleures. On n'est pas au boulot pour s'engueuler. Eh oui. Ça arrive, important. Hein. C'est tant mieux que ça arrive. Mais fondamentalement, on est plus là pour faire les choses ensemble que pour les faire les uns contre les autres. Certainement.
Eh ben, merci infiniment pour cette opportunité. Plaisir. Toutes les personnes qui sont avec nous, merci infiniment. Ils vous remercient aussi pour le partage, pour l'empathie et aussi cette générosité Merci. extraordinaire. Moi, j'ai été honoré de vous avoir dans ce talk. J'espère qu'on va rester en contact et Avec plaisir. je vais terminer avec ça. En fait, je vais le dire en dialecte tunisien. Moukawen, nhab nzid netkawen. Je suis formateur et je continue toujours à être formé. C'est ce que je souhaite aussi à tous les formateurs. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Philippe Coste, à bientôt et bon courage à la porte s'ouvre. J'espère vous voir ici en Tunisie, pourquoi pas prochainement quand les choses reviennent à la normale. Avec grand plaisir, Faris. Merci Merci beaucoup. infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye À vous. bye. Et vous allez retrouver ce talk sur ma chaîne YouTube Fares Bensouila. Bonne nuit à tous. Bye bye et bon début de semaine. Ciao, ciao.